Merci beaucoup, Laurie. Bon, vous voyez que c'était un projet passionnant, donc c'est assez simple pour nous, et puis c'est comme ça dans le domaine de la santé, de travailler sur des sujets réglementaires très compliqués, mais ça donne tout son sens quand on est sur des projets aussi beaux et quand on travaille avec une équipe de folie dans la chargée de projet. Voilà, ça je tiens à le dire, c'est important, c'est crucial. Donc, alors Docteur Data, comme l'a dit Laurie, on accompagne en tant que DPO les projets et puis les organisations dans la mise en conformité réglementaire. Donc, c'est très varié, du soin comme des projets de data challenge ou des entrepôts de données. Et donc, on a eu la possibilité et la confiance de Visiomel pour déployer notre solution de gestion de l'information avec l'exercice du droit d'opposition des patients, parce qu'on croit fermement qu'en fait, on peut aller vite dans les projets comme ça. Alors, c'est vrai qu'on voit la ligne de temps de Laurie, on se dit ça a pris du temps. Mais en tout cas, sur nous, notre passage, le fait d'informer le patient, qui est une obligation réglementaire, mais aussi éthique, que ça aille vite et que ce ne soit pas une contrainte trop lourde pour les centres, qui devront d'ailleurs passer plus de temps normalement sur la collecte des données et d'avoir plus de patients que sur ces choses administratives et réglementaires. C'était, nous, l'objectif premier. Alors effectivement, le partenariat avec Visiomel, ça a été une innovation à plusieurs égards. Une innovation organisationnelle, puisque c'était plus d'une vingtaine de centres partout en France qu'il a fallu, d'ailleurs, en premier lieu, embarquer dans le projet. Et ça, c'était le rôle de Visiomel, mais ensuite, les aider sur la partie réglementaire et l'information des patients. Donc, il a fallu former chaque centre, chaque personne responsable dans le centre sur l'usage de la solution Isalide, aussi leur donner quelques petits cours réglementaires parce que c'est important et on essaie d'en profiter pour sensibiliser. Et donc ça, c'était important et c'était un travail de notre équipe de faire cet onboarding-là adapté à chaque centre et déployer la solution. C'est aussi une solution avec une innovation technologique puisque aujourd'hui, vous savez, quand on informe les patients en rétrospective, c'est des courriers. Ou alors parfois on se dit ils sont 500, c'est trop compliqué. Et donc on va déroger aux règles et donc peut-être faire du hors-piste ou aller demander une autorisation CNIL. Donc voilà, ça vous rajoute quelques complexités. Et donc c'était ça qu'on a voulu casser avec une technologie pour revenir vers le patient. Et surtout, avant de lui envoyer quoi que ce soit, de vérifier les patients décédés, de vérifier les coordonnées dont on a l'hôpital A ou le centre A, parce que parfois les coordonnées ne sont pas bonnes, vérifier les identités multiples. Alors, Laurie a fait quelques petits échantillons d'erreurs tout à l'heure présentés, mais il y en a aussi quand ça arrive chez nous. Et donc ça, c'est une première phase très importante parce qu'on peut mesurer l'effort disproportionné d'informer certains patients et donc décider de les retirer pour pas avoir à demander des dérogations à la CNIL, par exemple. Donc ça, c'était un premier travail avec ce qu'on appelle un peu l'ID clean. Et ensuite, chaque patient a été contacté soit par email, soit par texto, soit par courrier. Donc les centres n'avaient plus à faire de courrier. Donc ça, c'était important aussi pour nous d'avoir cette gestion-là. Et chaque centre avait cet espace-là pour retrouver les oppositions qui sont faites au fil de l'eau par les patients. Et on a eu quelques retours, effectivement, de patients numériquement ou par papier. Et cette technologie-là, c'est quand même assez important que je le rappelle, c'est vraiment la première fois. On l'a commercialisé l'année dernière, on a plein de centres qui utilisent, mais il faut savoir que là, c'est le premier Data Challenge, du coup, en France, qu'il a mis à disposition des centres pour leur éviter de perdre du temps sur des choses voilà, où ce n'est pas forcément leur valeur ajoutée. Et donc, chaque patient qui a été contacté a eu son premier consent store ouvert. Donc ça, c'est très important à rappeler aussi. C'est une innovation réglementaire parce que en tant que DPO, c'est toujours très frustrant quand on nous dit, voilà, comme je disais, c'est 500 patients, c'est très compliqué à recontacter, mais on n'a pas la preuve. Voilà, on est dans une réunion très scientifique. Laurie a montré une équation que je ne comprends pas. Donc, on est dans une réunion scientifique. Moi aussi, j'ai besoin de science pour expliquer pourquoi j'arrive pas à les contacter et pas juste le nombre. Et donc ça, c'était important pour nous de le prouver. Et c'est aussi une innovation éthique parce que bon, tout part du patient. Et c'est aussi un respect de l'humain, de l'autre, de lui dire voilà, vos données ont une seconde vie, elles aident la recherche et elles font ça et on vous le dit et on vous le montre. Et donc on pourrait peut-être réfléchir demain, partager quelques résultats aussi avec les patients qui ne sont pas opposés, pourquoi pas, ça peut être des choses à réfléchir. Et donc ça, c'était important pour nous parce qu'on reste dans le domaine de la santé, de la médecine. Les données de santé, ce sont les données les plus sensibles avec les données génétiques, les données biométriques. Et c'est le prolongement de notre dignité humaine. Enfin, c'est pour ça qu'on ne peut pas les vendre personnellement. Et donc ça, c'était important et c'était une innovation par ce biais-là éthique. Donc voilà ce que je disais. Donc il y a eu un process qui a été mis en place avec une coordination
De notre côté, on a trouvé génial. Entre l'équipe Dr Data et l'équipe Visiomel et Laurie, voilà, faire ce pan-là avec les centres pour les onboarder. Et donc, les patients ont pu avoir cette information-là et gérer le droit d'opposition. Alors, le droit d'opposition, on n'attend pas un oui du patient. S'il ne dit pas non, s'il ne fait rien, on peut réutiliser les données, passer un certain délai. Et donc, les patients ont reçu, on a configuré ce délai-là à 3 semaines, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la technologie qu'on a développée. Et passer ce délai-là, ça passait au vert pour les centres, pour qu'ils puissent tout de suite dire, bah voilà, je peux réutiliser les données. Si le patient s'oppose 1 mois, 2 mois plus tard, on informe le centre. On informe bien sûr le patient qu'on va anonymiser les données au mieux, et donc normalement, on n'est plus censé le retrouver maintenant. Donc, en fait, le patient est au courant que s'il ne dit pas non avant un certain délai, ça sera plus possible après. Donc, il y a aussi des garanties qui ont été mises dans la notice d'information qu'on a rédigée. C'était important aussi de respecter la sécurité. Là, on s'appelle Dr Data, donc c'est d'autant plus une responsabilité. Le fait est qu'on contacte des patients, donc on a leur identité, et puis une notice d'information. On n'a pas de données de santé, mais la notice d'information donne une idée de la nature de l'étude et donc éventuellement de la pathologie qu'a eu le patient. Et donc pour cette raison-là, de base, toute notre solution est hébergée sur un hébergeur de données de santé certifié sur les 6 activités de la certification, souverain, en France. Et donc ça, c'était quelque chose de très important. Tout est tracé aussi. Tout est tracé puisque derrière la solution, il y a une technologie dite de smart contract. Et donc, tous les demandes, l'information, les oppositions, les non-oppositions des patients sont tracées dans un registre distribué qui nous permet de garantir l'intégrité de l'information. Donc, c'est infalsifiable. Le centre ne peut pas modifier ça. Nous ne pouvons pas, mais Visiomel ne peut pas, n'a pas accès même à la solution parce qu'ils ne sont pas censés voir les prénoms et les noms. Et puis, les centres, et puis le patient non plus. Il peut mettre à jour, donc on garde l'historique, il peut revenir sur sa décision, comme je l'ai dit, mais on ne peut pas modifier ce qui a été enregistré. Donc ça, c'était aussi important parce que ça s'appelle aussi des technologies de confiance que de se bloquer nous-mêmes par la technologie en question. Et voilà, et petit mot personnel, c'était un plaisir de travailler avec Visiomel sur ce projet. Merci Nasrine. C'était un plaisir tout à fait partagé pour le coup. Donc, on va accueillir quelques questions si vous en avez. Regarde si on est en ligne, on dirait qu'il y en a quelques-unes en ligne. Oui, pardon. Allez-y, Philippe. Vous pourriez rappeler à tout le monde quels sont les prérequis en termes de désidentification pour arriver à mettre des lames en ligne dans un data challenge, donc ouvert à tous. Et voilà. Quel est le niveau d'anonymisation requis? C'est la question de l'année. C'est très compliqué puisque en fait nous avons 2 concepts dans la réglementation. Le concept de pseudonymisation. On reste sur des données personnelles mais avec une sécurité. Alors, on ne peut pas identifier directement tout de suite le patient, mais on a une table de correspondance quelque part. Et puis l'anonymisation, c'est une action irréversible normalement, donc on est vraiment anonyme. C'est compliqué, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on est sur des données de santé où on n'est pas sur 5 millions de personnes, mais moins de 2000, donc on est sur une population beaucoup moins large, donc avec des critères potentiellement de connexion. On peut retrouver peut-être 5-6 patients avec presque exactement les mêmes traits. Donc voilà, donc ça aussi, ça complique la chose. Aussi parce qu'on a des lignes directrices européennes sur l'anonymisation qui datent de 2014. Voilà, presque 10 ans, sachant que les technologies ont évolué. Donc ça, c'est pas un scoop, il y en aura d'autres cette année. Normalement, c'est prévu avant la fin de l'année. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu encore de mise en open data d'un tel jeu de données sur ces spécificités-là. Donc on est sur des premières, mais sur les 2 ans qui viennent de se passer, on est beaucoup sur des premières. On est sur des premières qui bouleversent la réglementation et les régulateurs. Et donc, ce qu'on fait aux États-Unis, on parle de déidentification. Parce qu'on considère qu'à l'instant T, à l'état de l'art, on a fait le maximum. Et avec des calculs de probabilité, en regardant aussi la revue de littérature, on dit qu'aujourd'hui, raisonnablement, on ne peut pas réidentifier le patient. Voilà.
on n'a pas ce mot-là dans le texte juridique du RGPD ni la loi informatique et liberté. C'est un peu dommage, parce que c'est un peu un entre-deux qui nous permettent d'avancer. Et ça veut dire qu'on se questionne, d'année en année, on se questionne. Voilà, les technologies avancées, est-ce qu'on est toujours bon ou pas? Et ça, c'est des méthodes un peu de travail en itération. Donc, et je sais qu'il y a des gros enjeux là-dessus, donc c'est que des risques, en fait, des analyses de risques et des probabilités de réidentification des patients qu'il faut faire. Et c'est le responsable de traitement, donc celui qui a géré, a lancé le projet, qui in fine prend la décision de dire « je considère que les risques sont complètement acceptables et donc je mets en open data ». Et je pense qu'il s'est très attendu, ce type d'action. Vous avez eu des échanges avec la CNIL là-dessus, qui forcément est en train de construire sa doctrine aussi au niveau européen, donc c'est très compliqué d'avoir des positions. Mais c'est pas impossible. Nous, voilà, notre état d'esprit, c'est qu'il faut qu'on avance en itération avec cette analyse de risque-là. On ne pourra pas dire, vous trouverez pas de DPO qui va vous dire, là, par exemple, là-dessus, c'est anonyme, c'est sûr. Pas, ça veut rien dire même. C'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avancer sur des analyses de risque. Et je pense que la CNIL est à l'écoute. En tout cas, on les a reçus sur notre stand de Santé Expo il y a 2 jours et ils sont à l'écoute sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Nesrine. Donc, on n'aura pas trop le temps pour d'autres questions. Par contre, on peut en discuter suite à la remise des prix. On est vraiment tout à fait d'accord. Donc, merci encore, Nesrine. Je prends la responsabilité d'une micro-question pour Laurie. Qu'est-ce qui t'a paru le plus compliqué en termes d'organisation dans tout ce travail opérationnel? Parce que, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici qui sont en train de faire des data challenges, mais c'est assez important en termes opérationnels. Donc, je voulais savoir, toi, quelle est vraiment l'étape qui t'a paru la plus difficile, la plus compliquée? Je pense que le plus dur, c'est d'anticiper les pertes de données. C'est-à-dire que même quand on avait les images numériques, on pensait pouvoir les inclure dans la base de données. Et encore une fois, il y avait des étapes où on se rendait compte que l'image était corrompue, qu'elle n'était pas d'assez bonne qualité. Donc, ça a été vraiment essayer d'anticiper au maximum toutes ces pertes de données et essayer de les limiter. Parce que c'est vrai qu'au vu du temps imparti, ça paraît long, mais en fait, c'est très court. Et le travail qui a été fait par les centres inclueurs et par les laboratoires s'est fait sur un temps très court. Ça représente beaucoup de temps, même par l'équipe RICMEL. Donc, du coup, ça a été vraiment impossible, infaisable de faire mieux. On peut trouver des leviers si on avait eu beaucoup plus de temps. Mais donc, ça a été vraiment de faire face à cette perte de données où on sait qu'en plus, pour faire de l'intelligence artificielle, il faut avoir beaucoup de données. Donc, ça a été ça pour moi. Merci. Merci.